c'est assez symptomatique du problème qu'on a aujourd'hui avec l'éthique. Nos intuitions ne sont pas une donnée brute qu'on doit forcément prendre pour argent comptant. Qu'on comprendra l'humanité et les choses qui nous préoccupent en tant qu'être humain en regardant vers l'extérieur, en prenant au sérieux la question animale. Le bouleversement le plus grand que doit subir l'éthique, c'est l'abandon de ce personnalisme. Qu'est-ce que le bien? Voilà une question qui a opposé les humains depuis des millénaires. Pour certains, le bien, c'est servir notre famille, notre patrie, se montrer honorable et perpétuer les traditions de nos ancêtres. Pour d'autres, c'est venir en aide aux plus faibles, aux plus mal lotis, se montrer altruiste et contribuer au progrès de la société. Pour d'autres encore, il n'y a pas de véritable bien ou mal, c'est à chacun de juger selon ses propres valeurs et l'on ne peut pas débattre objectivement sur cette question. Bref, aujourd'hui nous allons parler d'éthique, avec un invité un peu spécial, en la personne de David Olivier. David Olivier, pour le dire simplement, c'est une icône du mouvement animaliste en France. Il a fondé les Cahiers antispécistes en 91, l'une des premières, si ce n'est la première revue en France à diffuser les idées antispécistes, animalistes. Il a lancé en 2002 les Estivales de la question animale, un événement qui a notamment permis l'émergence de L214 ou du Parti animaliste. Il a donné de nombreuses conférences, il a écrit de nombreux articles, et si j'ai choisi de l'inviter aujourd'hui, c'est qu'il a des positions, je dirais, plutôt originales et novatrices sur l'éthique. L'éthique qu'il définit comme la recherche de la réponse vraie à la question que faire. Et la première question que j'ai à te poser, c'est d'abord, est-ce que j'ai pas raconté des bêtises à ton sujet? Et d'autre part, comment t'es venu cet intérêt pour l'éthique, cette préoccupation pour juger la valeur morale en général? Eh bien, bonjour, merci de m'avoir invité. Euh, non, enfin, je pense que ce que tu as dit, c'est à peu près vrai. En même temps, est-ce que je suis une icône du mouvement animaliste? J'ai l'impression d'être de moins en moins présent à la fois dans les manifestations et l'organisation des choses et tout ça, mais en même temps d'être un petit peu de plus en plus en décalage par rapport à pas mal de choses qui se passent dans le mouvement animaliste. Simplement parce que ce mouvement s'est beaucoup élargi, ce qui est une très bonne chose en soi, mais en même temps, il y a une certaine, comment dire, un certain élan qu'on avait au début qui tend à se perdre. Et j'ai l'impression parfois d'être pas mal en décalage et d'être euh, pas mal, disons, d'avoir envie de faire des choses qui ne sont pas forcément aussi mainstream dans ce qui se passe dans le mouvement animaliste aujourd'hui. Mais en même temps, je pense que ma réflexion, elle est toujours très centrée sur la question animale, donc je pense qu'elle est vraiment centrale dans la question non seulement de l'éthique, mais je dirais de notre vision du monde en général, y compris, je dirais, en allant nettement plus loin, y compris au niveau de ce que c'est le monde et ce que c'est la physique et de la science, tant de la biologie que de la physique et d'autres aspects, évidemment, de ce qu'on appelle les humanités aussi, la sociologie, la psychologie et l'ensemble de ces choses-là. Je dirais que je me suis toujours posé la question de ce qui était bien. Depuis tout petit, j'ai senti un décalage entre ce qu'on me disait qui était bien et ce qu'on me montrait par l'exemple. Bon, l'exemple le plus évident, c'est le fait qu'on me disait que c'est pas bien de faire du mal aux animaux et qu'en même temps, on en faisait tous les jours en les mangeant. Et que quand moi, j'ai pas voulu participer à ça et que j'ai contesté la justesse de ça, on a commencé tout de suite à être assez agressif envers moi. Donc, je comprenais pas très bien. En même temps, j'ai toujours, autant que je me souvienne, eu le sentiment que le, le bien, disons, appelons ça comme ça, était quelque chose qui devait être réel, c'est-à-dire correspondre à quelque chose d'objectif qui existait dans le monde aussi fortement que les atomes et que ce qu'on appelle le monde physique, donc qui correspondait à
une réalité. Euh, et bon, ça m'a très rapidement amené à être, sans que je connaisse le mot, à être utilitariste, c'est-à-dire à penser que le bien, c'était identique au bonheur. Petite précision, on utilise souvent le terme utilitariste à tire-la-gogo pour qualifier quelqu'un qui n'utiliserait les autres humains que comme des moyens pour satisfaire son propre profit économique. Mais en philosophie, l'utilitarisme, c'est la doctrine selon laquelle ce qui compte, c'est de maximiser le bien-être du plus grand nombre d'individus capables de ressentir du bien-être et de minimiser la souffrance du plus grand nombre d'individus. Voilà, précision faite, revenons à notre interview. Alors, bon, je ne vais pas retracer tout mon parcours. J'ai été pendant euh, toute mon enfance, mon adolescence et ma jeunesse très attiré par la physique. Donc, j'ai fait surtout des études de physique jusqu'à un niveau je dirais, assez poussé. Pas très poussé, c'est-à-dire que je ne suis pas allé jusqu'à faire de la recherche en tant que physicien, mais j'ai quand même fait un DEA, ce qui correspond au Master 2 de physique. Et puis ensuite, j'ai abandonné ça pour diverses raisons. J'étais aussi engagé en politique. Et ensuite, vers 30 ans, j'ai commencé à être animaliste. Et je dirais que quelque part, c'est toujours un peu la même préoccupation que j'avais, c'est-à-dire de savoir de quoi est fait le monde, de quoi est fait euh, le bien, le bien étant aussi le simple fait de ressentir le plaisir, de ressentir la souffrance comme négatif du bien, toutes ces choses comme faisant partie du monde. Et la question animale, quelque part, je l'ai vue comme une question de physique, c'est-à-dire comme étant le fait que le bien appartient à ces êtres aussi, dont on dit qu'ils ne font pas partie de l'humanité, donc ils font partie de la nature. Telle était la division du monde qu'on nous présentait et qu'on nous présente encore très très souvent et que j'ai contesté. Et quelque part, les animaux faisaient le pont entre ce qu'on appelle la nature, c'est-à-dire le monde inanimé, le monde soumis aux lois de la physique, et l'humanité dont encore aujourd'hui que la plupart des gens conçoivent comme étant un monde extra-physique soumis à des lois complètement différentes qui seraient la liberté humaine, la dignité et des choses comme ça. Et comme cette division du monde, je ne l'ai jamais perçue comme pouvant être vraie. Euh, la question animale, c'était aussi dans cette perspective-là euh, de, d'unité de la conception qu'on peut avoir de l'univers. Alors, ça m'a intéressé que le fait que tu parles du bien en retournant jusqu'à l'Antiquité. C'est une interrogation qu'on avait dans l'Antiquité et qu'on pose encore aujourd'hui pratiquement dans les mêmes termes. Euh, je dirais que c'est assez symptomatique euh, du problème qu'on a aujourd'hui avec l'éthique, avec la manière dont l'éthique est abordée pratiquement par tout le monde, qui est que je dirais que si on retrace l'évolution de la pensée par rapport à la physique, par rapport au monde physique, on a une brisure qui s'est passée, je dirais, à l'époque du 16e, 17e, enfin du 17e, 18e siècle, de Galilée. Donc Galilée, qui était, je crois que son ouvrage le plus marquant euh, sur le dialogue entre les deux grands systèmes du monde, c'est de 1632, et qui a vraiment fait la charnière entre l'ancienne vision de la physique et une nouvelle vision de la physique qui s'est mise en place à partir de ce moment-là. L'ancienne vision de la physique étant la vision qui était héritée de l'Antiquité, qui était celle d'Aristote, qui était devenue un dogme du christianisme, qu'on avait reporté de génération en génération sans la modifier. Et cette physique était très proche de nos intuitions sensibles et donc était considérée comme quelque chose d'assez évident. Cette physique impliquait par exemple que
la Terre était immobile au centre de l'univers, qu'il y avait un certain nombre de lois qui nous paraissent peut-être évidentes dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire les lois du mouvement étaient qu'un objet en mouvement va cesser son mouvement assez rapidement, donc que les objets ont un état naturel qui est l'immobilité, que les objets cherchent à descendre vers le centre de la Terre, et ainsi de suite. Donc un certain nombre de lois comme ça qui correspondent à notre expérience sensible de tous les jours et qui ont été bouleversées par Galilée, qui a dû faire tout un travail pour montrer que ces lois d'expérience sensible sont non pas des illusions, mais ne sont pas sont des choses beaucoup plus complexes, bâties sur un fondement de lois beaucoup plus simples, qui sont les lois de l'inertie. Donc, bon, Galilée n'a pas énoncé la loi de l'inertie, mais presque. Des lois de relativité, et pareil. Donc, des choses qui nous paraissent très peu intuitives. Et je fais le parallèle avec ce qui s'est passé en éthique. En éthique, il y avait Aristote, il y avait l'éthique chrétienne, qui a évolué un petit peu au cours des siècles, mais qui est restée fondamentalement la même, et qui est la même encore aujourd'hui, et qui n'a pas eu de césure, de renouveau. À aucun moment, on est encore pratiquement aujourd'hui dans une vision du monde correspondant à l'éthique d'Aristote, qui là encore est une éthique assez proche de nos intuitions. Je dirais qui sont basées sur la notion de personne, de mérite. Un tel a fait du mal, il mérite de souffrir. Un tel a fait du bien, il mérite d'être loué. Qui sont basées sur le jugement des personnes en bonnes et mauvaises, et ainsi de suite. Alors que je pense que cette éthique devrait subir le même genre de césure, de cassure, que ce qu'a porté Galilée il y a à peu près 400 ans. Et grosso modo, ce qu'a fait Galilée correspond à une unification du monde. C'est-à-dire, avant Galilée, on voyait le monde comme divisé entre le ciel et la terre. Dans le ciel, il y avait des lois qui étaient complètement différentes. On voyait le ciel comme quelque chose obéissant à des lois immuables et en quelque sorte parfaites et cristallines. Et la terre, par contre, était le lieu de la liberté, du mouvement, des, de l'évolution de l'histoire, et ainsi de suite. L'éthique, notre vision aujourd'hui des sciences humaines, de ce qu'on appelle les sciences humaines, des sciences morales, disons, correspond exactement à la même genre de césure. C'est-à-dire qu'on a le monde extérieur qui est le monde matériel, le monde des choses, qui comprend les animaux, qui inclut les animaux, et on a le monde humain qui est simplement réduit aux humains. C'est-à-dire qu'au lieu d'être la Terre entière, comme, comme pour la physique aristotélicienne, c'est l'humanité qui correspond à l'autre monde. Et je pense que l'antispécisme, fondamentalement, ça amène forcément une unification, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette division entre la nature extérieure et l'humanité, tout simplement parce que les animaux font le pont entre les deux. C'est clair que les animaux sont des êtres sentients, et la sentience, elle a du mal à trouver sa place dans la description physique du monde. Pourtant, les animaux sont sentients, et les humains sont sentients, et donc on se demande qu'est-ce que la sentience. On est obligé de se demander qu'est-ce que la sentience dans notre vision physique du monde. En même temps, on est obligé d'admettre que les humains sont des êtres physiques, et donc que nous ne sommes pas des sortes d'anges, des sortes de demi-dieux, comme ce que voudrait nos sciences morales, notre vision d'aujourd'hui des sciences morales. Et donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'actuellement j'essaye de travailler. Euh, je, je pense que c'est peut-être quelque chose de plus abstrait que ce qui préoccupe le mouvement animaliste au quotidien,
mais je pense aussi que ça correspond à quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui, ce que j'appellerais la révolution singérienne, c'est-à-dire, comme il y a eu la révolution copernicienne et la révolution galiléenne, le décentrement de l'univers, qui n'est plus centré sur la Terre, il y aura forcément une révolution singérienne qui décentre notre éthique et notre vision morale du monde, qui ne sera pas plus centrée sur une espèce, qui est une espèce parmi d'autres, Homo sapiens. Je précise juste pour nos auditeurs, la sentience, c'est le fait d'éprouver des expériences subjectives, de ressentir en général, que ce soit de la souffrance, du bien-être. En l'élargissant, on pourrait dire que la sensation d'une couleur rouge, c'est aussi de la sentience. Enfin, c'est tout le vécu qu'on a à la première personne. Oui, 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 c'est tout à fait ça. Et c'est important d'avoir un mot qui désigne la sentience, parce que, comme disait, c'est un mot qui a été lancé dans un article, un très court article des Cahiers antispécistes par Estivareus, qui a dit, en français, il manque un mot pour désigner la chose la plus importante du monde, ou peut-être la plus importante du monde. Moi, je crois que c'est la chose la plus importante du monde dans un certain sens, c'est-à-dire le fait de ressentir des choses. Alors, souvent, ce mot, il permet de distinguer le fait de ressentir des choses d'un autre mot qu'on utilisait souvent avant, qui est le fait d'être sensible, que beaucoup utilisent encore aujourd'hui, un être sensible, un être qui ressent, parce que sensible, ça a d'autres sens. C'est-à-dire, on dit une balance est sensible, par exemple, ou une plante peut être sensible. Il y a des plantes qui, par exemple, ont des réactions assez vives quand on les touche. Bon, elles sont très sensibles, mais d'une façon purement mécanique. Elles ne ressentent pas quelque chose. En même temps, sentient, ça permet d'avoir un mot pour désigner quelque chose d'assez basique, parce qu'il y a aussi le mot conscience, qui est un peu un synonyme, alors que conscience, c'est souvent utilisé pour euh, quelque chose dont on dit que c'est plus élevé. C'est souvent la conscience un domaine assez restreint de la sentience, on va dire. La conscience spécifiquement du bien et du mal, par exemple, qui est, on avait une expérience sentiente parmi d'autres. On va dire la conscience, c'est spécifiquement la conscience de soi. Donc c'est Oui, plus restreint. oui. Alors, oui, oui, on va rajouter des choses, souvent un petit peu dans l'optique d'arriver à dire que les animaux non humains ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients de ceci ou cela, donc ils ne sont pas conscients, donc ça ne vaut pas. C'est-à-dire qu'on masque l'existence de la sentience, soit par le bas en parlant de la sensibilité des plantes, soit par le haut en mettant des exigences du genre euh, conscience de soi, qui sont souvent des exigences assez bidons, dans le sens que, par exemple, pour la conscience de soi, je vois mal comment un animal, comment un chat ne pourrait pas être conscient de lui-même. Il est forcément conscient de son corps, des limites de son corps, etc. On fait des tests du genre le test du miroir, qu'on mettait souvent en avant pour dire oui, seuls les humains et peut-être quelques grands singes peuvent réussir le test du miroir. Et apparemment, aujourd'hui, on découvre qu'il y a plein d'autres animaux et même peut-être des fourmis qui réussissent le test du miroir. Alors, du coup, au lieu de dire ah oui, les fourmis sont donc conscientes d'elles-mêmes, on va dire ah non, non, ça vaut pas, faut changer de test, quoi. Et d'ailleurs, pour rebondir, il y a aussi des poissons qui l'ont passé même très bien. Il y a un poisson qui s'appelle le labre nettoyeur qui a passé le test du miroir encore mieux que les dauphins. Et ce qui est marrant parce que comme c'est un poisson, ben les scientifiques ont dit non, mais on va être un peu plus exigeant sur ces tests. Mais si je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, quelque chose d'assez intéressant dans tes propos, c'est que tu t'opposes pas mal à la façon dont on fait l'éthique aujourd'hui. Je dirais que la façon dont on fait l'éthique aujourd'hui, souvent, c'est bah, de se baser surtout sur nos intuitions, nos premières impressions, d'avoir une vision assez pluraliste du monde, dire on tient compte de plusieurs intuitions assez différentes, on va pas tout baser sur une même valeur. Et toi, ce que tu proposes, c'est un peu de faire comme Galilée, de
justement baser d'essayer de baser l'éthique sur quelques valeurs qui sont le plaisir et la souffrance. À partir de ça, on pourrait arriver à beaucoup d'intuitions qu'on a actuellement. Typiquement, l'intuition sur laquelle il ne faut pas faire de mal à autrui, c'est souvent parce qu'on pense qu'il ne faut pas le faire souffrir. L'intuition qu'une société est décadente, ça peut être parce ou l'intuition que la guerre n'est pas bonne parce que ça entraîne aussi des souffrances. Enfin, on arrive souvent à se ramener à ça, mais pas systématiquement non plus. Et ce que tu proposes, c'est dans les cas où les intuitions n'iraient pas forcément en accord avec les valeurs de base que tu prônes, c'est-à-dire l'hédonisme, quoi, le fait de promouvoir que le plaisir, le bonheur c'est bien, et la souffrance, la douleur c'est mal. Finalement, il faudrait plus se baser sur cette conception plutôt que sur nos intuitions de tous les jours. Je pense que la situation est très compliquée. C'est-à-dire que on ne peut pas dire nos intuitions, on les met toutes à la poubelle. D'abord parce que euh, on a l'objection habituelle qui est que si on ne base pas l'éthique sur nos intuitions, sur quoi va-t-on la baser? Si moi je dis par exemple que le plaisir c'est bien et la souffrance c'est mal, on va me dire mais ça c'est ton intuition. D'autres peuvent dire le contraire. Donc on a un problème de fondation de l'éthique. On a aussi un problème pratique et de tous les jours, c'est-à-dire qu'on ne va pas tous les jours mettre nos intuitions à la poubelle. Nous avons besoin d'agir rapidement dans les décisions de tous les jours, et dans les décisions de tous les jours, on agit, je dirais, souvent au pif. On agit, on a des réactions rapides qui ne sont pas calculatoires, qui ne calculent pas, par exemple, la totalité du plaisir et de la souffrance qui résultera de tel ou tel choix. Donc, à ces deux niveaux-là, on a besoin on ne peut pas mettre simplement écarter nos intuitions. Mais ce que j'ai envie de pointer, c'est que cette situation, c'est la même dans un autre domaine qui est celui de la physique. C'est-à-dire que dans la physique, on a beau dire la physique, oui, c'est un domaine rationnel où on montre les choses, on démontre les choses, on fait des expériences, qu'on fait on se base sur la méthode scientifique. Il reste que il y a un problème de fondation du monde physique qui est que, en définitive, ce monde physique, il se fonde sur nos perceptions. Alors, on dira que les perceptions, c'est pas la même chose que les intuitions, mais en fait, en quoi est-ce que c'est différent? Les perceptions peuvent être trompeuses, les perceptions ne sont pas une perception directe de l'objet, mais sont modulées par des schémas mentaux qu'on a pour percevoir les objets. Bon, il y a plein d'expériences qui le démontrent. Et encore pire que ça, aujourd'hui, la physique d'aujourd'hui, elle s'interroge sur des choses qui paraissent assez fantastiques quelque part. L'équipage tient à vous informer qu'à cause d'une mauvaise connexion internet lors de l'interview, certaines phrases de David apparaîtront hachurées. Nous espérons que cela ne gênera pas la compréhension de l'interview. Merci de votre compréhension. Des questions des mondes multiples. Alors, il y a plein de niveaux par lesquels l'univers pourrait être quelque chose de multiple, mais la question à partir de là, c'est si moi je perçois l'univers d'une certaine façon, qu'est-ce que ça nous dit sur le multivers, sur l'ensemble de ces univers? Et en fin de compte, la réponse n'est pas du tout évidente. C'est-à-dire que le rapport entre notre perception des choses et la réalité n'est pas du tout évidente. C'est l'expérience, par exemple, du chat de Schrödinger. Enfin, il y a différentes façons d'interpréter la question du chat de Schrödinger, mais il y en a une qui est de dire que finalement, le chat, il continue à être mort et vivant en même temps. Et simplement, moi, je suis dans un des univers qui sont dégagés par
la bifurcation quantique de l'événement qui, dans une des branches, se passe et l'autre ne se passe pas. Ah bon, je ne sais pas, je mentionne le chat de Schrödinger, je pense que maintenant beaucoup de gens savent de quoi il s'agit, mais pour résumer la chose, simplement, c'est un événement quantique, par exemple la décomposition d'un noyau atomique instable, d'un noyau d'uranium, par exemple, qui explose ou n'explose pas. La mécanique quantique décrit ça, non pas comme étant un événement aléatoire qui soit explose, soit n'explose pas, mais en fait, comme le fait que le monde se bifurque devient la superposition, la somme dans un espace vectoriel, en fait, la somme au sens presque banal du terme, entre un état du monde où l'atome a explosé et un autre où l'atome n'a pas explosé. Et si on décide que si l'atome explose, ça va tuer un chat, par exemple, avec un détecteur, et puis le détecteur qui ouvre une fiole de poison, par exemple, ça tue le chat, et bien le chat se retrouve dans un état, dans un monde où il est mort et dans l'autre où il n'est pas mort. Et d'après cette interprétation, en tout cas de cette expérience, qui est l'interprétation qu'on appelle des mondes multiples, qui a été proposée assez rapidement par un certain Everett, d'après cette interprétation, il y a deux mondes qui continuent à exister. Et moi, quand je constate que le chat est vivant, par exemple, ou au lieu d'un chat, moi je préférerais parler d'un chou, par exemple, parce que c'est quand même, ça fait moins vivisection. Mettons qu'on ait mis du glyphosate ou pas sur le chou. Donc le chou, il est vivant et on n'a pas explosé, le glyphosate n'a pas été versé sur le chou. Donc je constate que le chat est vivant, mais en fait, que vaut ce constat? Ça me paraît évident que le chat est vivant, mais cette interprétation de la mécanique quantique, qui paraît être la seule qui soit à peu près cohérente, cette interprétation me dit non, ton constat ne vaut pas comme constat sur la réalité. Donc il y a un gros problème de fondation, y compris de la physique, à partir de nos simples intuitions et de notre vision des choses. C'est-à-dire que la physique, pour arriver à comprendre, à bâtir une vision cohérente du monde physique, on est obligé non pas simplement de dire ça correspond à mon constat, à mon intuition, à ma perception, mais que j'arrive à ce que mes perceptions fassent partie d'un ensemble théorique cohérent et crédible, permettant de décrire le monde et de décrire y compris des choses qui ne font pas partie de mes perceptions. Pour l'éthique, je pense que c'est la même chose, c'est-à-dire que nos intuitions sont une donnée, mais ne sont pas une donnée brute qu'on doit forcément prendre pour argent comptant. Alors j'avais dit pour l'éthique, l'intuition, il y en a besoin aussi pour prendre des décisions quotidiennes rapides. C'est la même chose pour la physique. C'est-à-dire que, par exemple, la théorie galiléenne de la physique, galiléenne et newtonienne de la physique, nous disent des choses correspondant, des choses sur notre monde quotidien qui sont quelque part incroyables ou très difficiles à croire. La plupart d'entre nous acceptons ce qu'on nous apprend à l'école, par exemple le principe d'inertie, qui est qu'un objet, tant qu'on ne fait pas cesser son mouvement, va continuer en mouvement rectiligne uniforme, comme on appelle ça. Mais dans la vie quotidienne, c'est pas du tout ce qui se passe. Dans la vie quotidienne, c'est plutôt la physique d'Aristote qui est opératoire, c'est-à-dire quand on prend sa voiture, c'est qu'il faut de l'essence. D'après Galilée et Newton, il ne faudrait pas mettre de l'essence. La voiture peut continuer son mouvement indéfiniment. En tout cas, c'est ça la proposition de base. Et il faudrait une explication supplémentaire pour montrer pourquoi la voiture doit s'arrêter. Elle a besoin d'un moteur qui continue à le pousser. Alors que notre intuition quotidienne, c'est bon, la voiture, si elle n'a pas d'essence, elle s'arrête. Et ça correspond à la vision aristotélicienne de la physique, qui est beaucoup plus proche
de notre vision quotidienne, notre vision intuitive. Et de la même façon, par exemple, le haut et le bas, Galilée nous dit il n'y a pas de haut et de bas. Galilée et Newton, que le haut et le bas, quelque part, c'est des illusions. Bon, ben, dans la vie quotidienne, c'est bien évident que le haut et le bas sont des données quotidiennes complètement dont on ne peut pas se passer. C'est quelque chose, je veux dire, un ingénieur qui construit un pont, il utilise le haut et le bas comme données de base. Donc, l'ensemble de nos intuitions physiques quotidiennes, c'est des choses qu'on conserve qui peuvent être justifiées par le recours à la physique, disons au niveau théorique de la physique, mais qui ne sont pas, disons, qui correspondent à quelque chose que nous avons indépendamment de cette vision théorique de la physique. Nous n'avons pas recours à la vision théorique de la physique. Mais en même temps, cette vision théorique de la physique, elle n'est pas complètement désincarnée, parce qu'il y a tout un tas de cas où, clairement, nous en avons besoin. Si nous avons construit des ordinateurs, des postes de radio, et tout un tas de choses qui correspondent à notre vision quotidienne des choses, d'aujourd'hui, ça correspond bien à l'application de la physique théorique, donc à une vision qui n'est pas du tout notre niveau intuitif. Donc, il n'y a pas de contradiction entre notre niveau intuitif de la physique et le niveau théorique de la physique, simplement se complètent et correspondent à des besoins, je dirais, différents. Et de la même façon, au niveau éthique, je pense qu'on devrait pouvoir développer un niveau théorique de l'éthique qu'on n'a pas développé encore aujourd'hui, qu'on a commencé à développer avec les utilitaristes, avec des personnes comme Peter Singer, avec des personnes comme Derek Parfit, par exemple. Et ce niveau théorique de l'éthique est souvent en contradiction avec nos intuitions, paraît être en contradiction avec l'intuition, mais c'est normal parce que ce sont des choses qui correspondent à des niveaux différents de la pensée. Or, cette vision-là, avec, qui permettent de libérer en quelque sorte un niveau théorique de l'éthique des besoins quotidiens immédiats des jugements éthiques, c'est quelque chose qui peut rentrer dans l'esprit des gens. Les gens continuent à penser comme Aristote, comme ce qu'a maintenu le christianisme pendant 20 siècles, à un niveau où l'intuition éthique est immédiatement applicable ou sert de justification immédiate à nos jugements éthiques. Et je pense que c'est là quelque chose qui doit être bouleversé. Et je pense que la question animale correspond à la clé de ce passage, tout comme, je dirais, à l'époque de Galilée, l'astronomie et le raffinement de l'astronomie a correspondu au renouvellement de la physique et au passage à une physique théorique, à la possibilité de faire une physique théorique libérée de nos intuitions physiques immédiates et quotidiennes. Et voilà. Alors, bon, je voulais simplement, ce que je dis là, le formuler un petit peu autrement, qui est qu'il y a une... bon, à partir du moment où on se met à se préoccuper des animaux non humains, on se heurte à toute une série de problèmes qui correspondent à des difficultés réelles et auxquelles on ne se heurte pas ou moins quand on considère seulement l'éthique appliquée aux humains. Et bon, par exemple, la question de savoir est-ce qu'il est bien ou pas de tuer un être qui souffre. Est-ce qu'il est bien ou pas de créer des êtres qui vont vivre une vie qui n'est pas forcément pleine de bonheur? À partir de quel moment
un être commence à avoir une importance morale. Ce sont des choses qui généralement sont écartées dans la considération de l'éthique humaine, qui ressurgissent par exemple dans la question de l'avortement, mais qui sont traitées de façon, je dirais, assez superficielle par les deux côtés dans le débat sur l'avortement, mais qui sont impossibles à contourner. Et à partir de ce moment-là, il y a deux tendances possibles, deux attitudes possibles que l'on peut avoir par rapport à la question animale, je dirais, c'est celle de l'extension de notre éthique aux animaux ou de la refondation de l'éthique. La thèse de l'extension de l'éthique, il y Ça a... consistait en gros à faire que les jugements qu'on a déjà chez les humains, on devrait aussi les appliquer chez les autres animaux, notamment l'idée de personne, l'idée de donner des droits aux animaux. Oui, voilà, c'est ces idées-là. Par exemple, il est clair que nous considérons dans notre éthique entre humains que tuer quelqu'un, c'est un grand crime. C'est peut-être pas le plus grand des crimes, mais c'est un acte extrêmement grave, euh, sauf circonstances particulières. Par exemple, quelqu'un qui souffre terriblement ou quelqu'un qui veut mourir, ou quelqu'un qui, par exemple, un nouveau-né gravement handicapé qui a très peu de perspectives de vie, on peut, on peut justifier ou pas, mais en tout cas, même dans la perspective humaniste habituelle, on peut justifier peut vouloir justifier de le faire mourir si on sait qu'il n'aura qu'une vie de souffrance. Mais en dehors de ces exceptions, tuer un être, c'est l'acte le plus grave. Par contre, alors on peut vouloir étendre ça aux animaux non humains et dire tuer un cochon, c'est un acte aussi extrêmement grave. Ou peut-être pas aussi grave que de tuer un humain. On peut se demander pourquoi ça serait moins grave. On peut se demander peut-être est-ce que on pourrait pas dire que c'est également grave. Mais si on dit que c'est également grave, on va dire la même chose par rapport à un poisson, on va dire la même chose par rapport à d'autres animaux dont on va plus douter de la sentience, des insectes, les vers de terre, et jusqu'où est-ce que pour sauver un, un puceron ou une punaise, parce qu'il y en a pas mal dans la maison par moment, alors bon, moi, je les mets dehors, mais je ne peux pas dire que j'accorde à leur vie une importance aussi grande que si c'était un humain, un voisin ou quelque chose comme ça, où je considérerais que sa vie a une très grande importance, celle du puceron, peut-être beaucoup moins. Alors peut-être que j'ai tort par rapport à ça, mais le problème, il est d'arriver à avoir une éthique qui soit cohérente, qui soit l'extension de l'éthique qu'on applique aux humains. Les personnes qui parlent en termes d'extension de l'éthique qu'on applique aux humains, souvent euh, vont créer des limites. Par exemple, vont pas se poser de problème par rapport au fait de dépucer un chat, de le déparasiter, de lui enlever les parasites. Est-ce que les puces sont sentientes? Ils vont dire, je m'en fiche des insectes, mais c'est assez arbitraire, on n'a pas une grande cohérence là-dedans. Donc il y a des difficultés par rapport à l'extension de l'éthique. L'autre option, c'est celle de la refondation. Et donc, c'est celle qui a ma faveur. Je pense que, tout comme Galilée a refondé la physique, les antispécistes doivent refonder l'éthique, doivent refonder l'ensemble de notre vision morale, morale au sens large, y compris de tout ce qui est des questions profondes qui nous concernent, pas forcément au sens éthique étroit, mais qu'est-ce que la vie, est-ce qu'on doit avoir peur de la mort, est-ce qu'on doit avoir la, l'affection, l'amour et l'ensemble de ces choses-là, c'est des choses qui doivent être quelque part refondées dans une perspective. L'antispécisme doit être voilà, le catalyseur, je dirais, le grain de sable dans l'ancienne machine
qui déjà ne tournait pas très rond, mais qui commence à grincer de plus en plus. Et je pense que c'est vraiment assez analogue à la situation qu'il y avait sur la physique. Quand je veux dire, la physique qu'on a tous les jours qui permet de construire des transistors, des postes de radio et des écrans d'ordinateur, cette physique donc d'application terrestre a été renouvelée en définitive parce qu'on a regardé vers le ciel, parce qu'on a pris au sérieux l'astronomie et parce qu'on s'est interrogé sur comment unifier la physique entre la physique du ciel et la physique sur la Terre. C'est le fait de regarder, de ne plus passer son temps à regarder son bride, mais regarder vers l'extérieur. De la même façon, je pense qu'on comprendra, y compris l'humanité, les choses qui nous préoccupent en tant qu'être humain, en regardant vers l'extérieur, en prenant au sérieux la question animale, la question de tous les êtres sentients. Que c'est une question qui permettra de... Et prendre au sérieux la question des êtres sentients, c'est accepter que le monde des sentients, il obéit aux mêmes lois que le monde des humains, le monde de l'ensemble des sentients. De la même façon que Galilée, son point central, c'était que la Lune n'est pas un corps cristallin et immuable, mais c'est quelque chose où il y a des montagnes. Sur le Soleil, euh, il y a des taches solaires, il y a des choses qui changent, qui évoluent. Ce n'est pas quelque chose d'immuable comme on le postulait jusqu'alors. Le monde céleste n'est pas quelque chose une sorte de perfection immuable. Nous devons voir aussi que dans le monde animal, il y a de la souffrance, de la volonté, des décisions, il y a de l'éthique aussi. Je pense que les animaux sont, comme les humains, foncièrement des êtres éthiques dans un sens théorique du mot. Peut-être que j'aurai l'occasion Je pense qu'on en de reparlera en effet. Mais d'ailleurs, c'est euh, intéressant quand tu dis qu'il y a un conflit entre étendre l'éthique humaine ou refonder l'éthique. Je pense que ça se voit assez bien quand on parle de la mauvaiseté de la mort chez les animaux. Parce que il y a typiquement les deux approches qui vont en venir en concurrence. D'un côté, ben, on tue les humains, on dit que c'est quelque chose de très grave. Je dis la mort indépendamment de la souffrance qu'elle engendre. On va se dire que tuer un humain sans lui causer de souffrance, en estimant que sa vie était globalement neutre, on va dire on a l'intuition que c'est un problème. Et donc on se dit, ben, il n'y a pas de raison que ça s'applique pas aux animaux. B, d'un autre côté, si on considère les animaux en fonction de leur sentience, on voit mal en quoi l'arrêt de la sentience, comme si on tapait le bouton off de l'interrupteur, on voit mal en quoi ce serait un préjudice en soi, plus que de passer de l'éveil au sommeil lorsqu'on dort. Et donc c'est là, je pense qu'il y a pas mal le conflit entre soit refonder l'éthique qui serait, ah ben, peut-être que la mort en soi n'est pas un problème, ou alors étendre l'éthique qu'on a aux humains vers les autres animaux. oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Oui, oui, ça se pose vraiment dans la question de la mort, elle est centrale. Par rapport à ça aussi, la question de la valeur du fait de créer de la vie. C'est-à-dire que les humains, la plupart des humains, quand ils arrivent à l'âge adulte, ils créent des enfants. Ils ne se posent pas trop le problème de savoir si créer cette vie qui aura une durée limitée, qui aura aussi, qui sera le siège de souffrance, ils ne se posent pas la question éthique, ils ne se posent pas ni dans un sens ni dans l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne se disent pas si j'ai l'occasion de créer un humain qui sera heureux, j'ai l'obligation morale de le faire. Ils ne se disent pas non plus si mon enfant sera malheureux ou risque de l'être, parce que tout enfant qu'on crée risque d'être très malheureux, de souffrir beaucoup. Ils ne se demandent pas si c'est pas, ils ne sont pas en train de faire quelque chose de très mal. Alors que nous, quand nous condamnons la consommation de la viande, nous disons facilement, nous condamnons le meurtre alimentaire, le fait de tuer les animaux, mais en face, on nous rétorque
en ne mangeant pas les animaux, le résultat, c'est surtout que les animaux ne vont plus naître. C'est-à-dire que nous supprimons des vies en ne créant pas, en ne mangeant pas les animaux. Nous faisons que les cochons ne naissent pas. Alors notre réponse, évidemment, c'est que créer une vie de souffrance, c'est mal. Mais en même temps, ça nous amène à nous poser la question, est-ce que créer une vie en général qui risque de souffrir, est-ce que c'est pas un mal? Donc on n'échappe pas à ce genre de problème. Quand on est entre humains, on peut faire semblant qu'il n'existe pas, mais à partir du moment où nous voulons avoir une position animaliste cohérente, on peut difficilement faire comme si les questions étaient déjà toutes cuites dans notre éthique habituelle humaine. Il y a aussi la question, je dirais, par rapport à ça, souvent on dit, oui, c'est très mal de tuer une vache quand elle a 5 ans, alors qu'elle pourrait vivre, sa durée de vie naturelle, c'est 20 ans, mettons, ou 15 ans, je ne sais pas. Euh, Pourquoi est-ce que la nature serait, dans ce cas-là, une Le référence? référentiel. Ça fait un peu comme dire l'humain, c'est normal qu'il meure à 80 ans, parce que là, Dieu, il a le droit de couper le cordon, mais les humains n'ont pas le droit de tuer un humain. Alors, ce que tu disais par rapport à simplement le fait de tuer, c'est une suite d'instants de conscience. Personnellement, j'en suis à cette conclusion-là. C'est-à-dire que je pense qu'en définitive, tuer, ce n'est pas nécessairement un mal, c'est un mal uniquement dans la mesure où ça supprime les instants de conscience, les instants de sentience heureux qui pourraient exister si l'individu, l'être sentient, continue à exister. C'est-à-dire, quelque part, ça a comme conséquence que tuer quelqu'un et remplacer ce quelqu'un par un autre qui sera aussi heureux, ça n'est pas un mal. Alors ça, c'est un exemple assez fort du clash, du conflit qu'il peut y avoir entre ce que j'appelle le niveau intuitif et le niveau, voilà, le niveau rationnel de l'éthique. Au niveau rationnel, au niveau théorique de l'éthique, ça n'est pas un mal. Au niveau intuitif, tuer quelqu'un, c'est toujours un mal. Et là, je pense que c'est une difficulté. C'est une difficulté. Il y a un travail à faire là-dessus pour savoir pourquoi nous avons ces intuitions et dans quelle mesure elles peuvent être justifiées, au moins dans la vie quotidienne. Il y a beaucoup enfin, il y a différents points de vue par rapport à ça. L'éthique, l'utilitarisme des préférences, par exemple, essaie de résoudre ce genre de problème. Mais ce que tu disais sur ces instants de conscience, pour moi, ça rejoint un point qui est, je pense, central dans la refondation de l'éthique. J'ai cité le philosophe Derek Parfit, et qui a écrit un livre qui a été traduit en français, qui s'appelle Raison et personne, je crois. En tout cas, le titre en anglais, c'est Reasons and Persons, où il défend la thèse du non-personnalisme, c'est-à-dire la thèse selon laquelle l'identité personnelle que nous nous attribuons est une illusion, est une chose qui n'existe pas, ou en tout cas n'existe pas à un niveau profond, correspond à un phénomène assez superficiel auquel nous sommes accrochés, mais que il n'y a pas Noé ou David qui seraient des sortes d'individus avec quelque chose qui existe réellement au-delà de simplement une collection de sensations qui se déroulent dans le temps, une collection de mémoires, de souvenirs et ainsi de suite. Et je pense que cette question du personnalisme ou non-personnalisme, elle est assez centrale dans l'éthique. Et là aussi, la question animale nous amène à avoir un autre œil là-dessus. Euh, le papillon, quand il est devenu papillon, ne se souvient probablement pas de quoi que ce soit de quand il était chenille. Je pense qu'on a dû faire des expériences pour voir s'il y avait une mémoire qui restait. Mais en tout cas, dans quelle mesure on peut dire que le papillon, c'est le même individu que la chenille, c'est difficile
à justifier, à voir en quoi ça serait justifiable. Euh, cette idée du même individu, je pense que c'est quelque chose qui nous vient, bon, il y a certainement beaucoup de sources, mais c'est quelque chose qui est très à la base de la vision chrétienne du monde, euh, avec l'âme qui représente la personne, qui est quelque chose, l'âme existe, y compris d'ailleurs euh, quand on n'est pas conscient, quand on dort ou quand on est en coma. Donc le christianisme affirme qu'il existe une chose qui s'appelle l'âme et qui continue à exister après notre mort, la mort de notre corps physique, qui ira au ciel, qui sera récompensé, qui est vraiment quelque chose de totalement séparé de l'âme des autres. Or, il se trouve que même les personnes qui ne sont pas chrétiennes raisonnent pratiquement toujours de cette façon-là, en pensant qu'il existe quelque chose qui est moi, qui serait radicalement séparé. Ça apparaît aussi Oui, dans la théorie des droits des animaux de Reagan. Il critiquait pas mal l'utilitarisme en disant les individus ne sont pas qu'une collection d'expériences, ils ont aussi une valeur inhérente. Mais le problème, c'est qu'il mettait jamais le doigt sur cette valeur inhérente, sur ce truc qui ferait l'individu profondément. oui, L'individu, ça se définit avant tout soit par un corps biologique, soit par une collection d'expériences qui persistent. Mais il a pas mis en évidence cet individu profond, cette valeur inhérente à qui on ferait du tort. tout à fait. Et il le dit d'ailleurs quelque part vers le début de son livre Les droits des animaux. Il dit moi, cette chose que je considère être l'individu ou la personne, qu'il attribue euh, pas à tous les animaux, en tout cas aux animaux à partir d'un certain degré de complexité psychique. Il dit, je ne vais pas justifier son existence, mais comme pratiquement tout le monde l'admet, je vais simplement l'admettre comme une évidence. Donc, il botte en touche simplement en s'appuyant sur notre vision habituelle des choses. Or, il se trouve que si on n'accepte pas cette existence de ce moi, de cette personne, de cette identité personnelle comme étant fondatrice, comme étant réelle, on ne peut pas faire la théorie des droits. Elle n'a pas beaucoup de sens. La théorie des droits, et Reagan le dit aussi quelque part, c'est une théorie qui tient à séparer les individus, à réserver le fait qu'un individu a des droits face à un autre, à les protéger les uns des autres. Alors que l'utilitarisme, donc, qui est la théorie que je préfère de loin par rapport à ça, bien qu'elle ne soit pas forcément 100% achevé et juste aujourd'hui, mais en tout cas, l'utilitarisme ne fait pas une opposition entre les individus, ne met pas de frontières entre les individus, et tend beaucoup plus à les considérer comme des suites d'instants de conscience, d'instants de sentience. Et je voudrais dire aussi, simplement, c'est que la sentience, je parle beaucoup de sentience et de physique, mais qu'il y a un gros problème pour décrire la sentience dans les conceptions qu'on a aujourd'hui de la physique, qu'on appelle le problème difficile de la conscience ou de la sentience, qui est le fait de comment on peut imaginer que la physique, avec ses lois complètement mécaniques, avec simplement comme un peu des boules de billard qui se heurtent les unes aux autres, comment est-ce que ça peut faire des sensations, des choses qui sont de l'ordre du subjectif. Donc on a un problème qu'on appelle le problème difficile de la sentience, mais cet objet qui serait la personne, l'identité personnelle, c'est quelque chose qui paraît encore plus délirante, encore plus difficile à justifier dans le cadre de la physique. Parce que là, on est en train de parler d'un objet qui n'est pas matériel, parce que ce n'est pas lié à notre matière, puisqu'on imagine qu'après notre mort, cet objet pourrait aller au ciel. Même si on n'est pas euh, croyant et qu'on ne croit pas qu'il y a le ciel, on imagine quand même que c'est quelque chose d'imaginable, que notre âme aille au ciel. Donc cette âme, on ne voit pas du tout comment la physique pourrait la justifier, cette âme ou cette personne. Donc je pense que
que pour arriver à une compréhension du monde, il vaut mieux largement simplement jeter cet objet, ce personnalisme, cette personne à la poubelle et essayer de bâtir une éthique et une vision morale et physique du monde qui se passe de cette personne, cet objet-là. Voilà. Et je pense qu'à un niveau théorique, c'est vraiment, quelque part, c'est l'erreur la plus grande, le bouleversement le plus grand que doit subir l'éthique, c'est l'abandon de ce personnalisme. Parce que ça change notre vision des droits, ça change notre vision de la justice aussi, Et aussi, distributive. basé sur l'idée de personne, c'est-à-dire il y aurait un être qui serait intrinsèquement blâmable, alors que si on voit plutôt les personnes, les individus comme une collection d'expériences, on voit mal en quoi l'attribut blâmable pourrait être associé à un instant Oui, d'expérience précis. Bon, je me suis mal exprimé. Évidemment, si on abandonne le personnalisme, il n'en demeure pas moins que des instants de sentience, des instants de conscience peuvent prendre de mauvaises décisions. Et on pourrait en vouloir à ces instants de conscience d'avoir mal agi, d'avoir mal décidé, et faire en sorte qu'ils puissent mieux agir à l'avenir. Ce que je voulais mettre en exergue, et qui rejoint le point de David Olivier, c'est que cette idée selon laquelle il y aurait des personnes qui mériteraient de souffrir pour ce qu'elles ont fait, au sens où il vaudrait même mieux qu'elles souffrent plutôt qu'elles ne subissent rien et qu'elles vivent leur vie pépère, cette idée-là suppose non seulement l'idée d'un mérite de souffrir, mais aussi l'idée de l'identité personnelle. Il va de soi que si on abandonne le personnalisme, cette idée-là ne tient plus. Voilà, précision faite, revenons à l'interview. oui, oui, tout à fait, oui. Alors là, on a un autre exemple de la distance entre le niveau intuitif et le niveau théorique, c'est-à-dire qu'à un niveau théorique, prendre un être qui a commis beaucoup de crimes, mettons Poutine ou d'autres, et les mettre en prison, les faire souffrir, à un niveau théorique, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que la souffrance de Poutine, ça reste de la souffrance, donc en soi, c'est un mal. Donc on ne peut pas justifier à un niveau théorique le fait de faire souffrir Poutine en soi. La souffrance de Poutine n'est pas un bien. Alors qu'à un niveau intuitif, d'abord, on a envie de lui casser la figure, peut-être, mais aussi, on se dit, on ne peut pas permettre aux gens de faire des horreurs, de commettre des horreurs, et ensuite de s'en tirer sans qu'on les fasse souffrir, sans qu'on les punisse. Donc, le niveau intuitif, il est en décalage par rapport au niveau théorique. Alors, on peut justifier la punition en disant qu'il faut dissuader, les gens de commettre des crimes, et je pense que c'est une justification assez importante, mais on voit bien là que pour arriver à justifier nos intuitions, nous avons besoin d'une construction qui peut être un minimum complexe, c'est-à-dire la construction par rapport à la dissuasion. Et ça a d'ailleurs des conséquences concrètes dans ce sens que si nous remettons en cause nos intuitions, nous arrivons au fait qu'elles peuvent être justifiées, mais uniquement si réellement il y a dissuasion. Par exemple, le système pénitentiaire qu'on a dans la plupart des pays, en France aussi, il est dissuasif, mais on peut se demander souvent s'il n'est pas aussi criminogène. Le fait de mettre les gens en prison, je ne suis pas sûr que quand ils ressortent, ils soient forcément plus aptes à ne pas commettre les mêmes méfaits. Notre intuition, c'est pas simplement, on pourrait se dire, c'est juste, oui, ça a de bonnes conséquences, ou bien c'est utile d'enfermer les gens pour ne pas qu'ils répètent des crimes, mais en fait, notre intuition, c'est encore plus que ça, c'est l'idée selon laquelle ils mériteraient intrinsèquement de souffrir, et c'est ça Oui, que tu critiques. oui, oui, tout à fait, oui. Oui, elle se justifie par une construction qui n'est pas en fait justifiable par la construction de l'idée de mérite intrinsèque et de justesse de la punition en elle-même. Alors que si on accepte qu'il y a un niveau théorique qui peut justifier le fait de mettre des gens en prison et de leur donner une peine, on écarte les cas où cette punition ne sert à rien. On écarte et on accepte aussi que dans certains cas où notre intuition quotidienne dit qu'il n'y a pas à punir, par exemple un chien
qui se comporte mal, on peut vouloir corriger son comportement par la punition. Et ça peut être utile, même si on ne considère pas que le chien mérite de souffrir, par exemple. Donc, le fait d'accepter un niveau théorique, ça redessine les frontières, c'est critique par rapport à notre intuition. C'est pas qu'une chose purement théorique, comme ça, en haut dans le ciel. Ok, ok. Et une question qui nous vient sûrement à l'esprit, c'est qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui disent que l'éthique, c'est quelque chose de subjectif, de relatif à chacun? Parce qu'il y a souvent cette idée aujourd'hui que l'éthique, bon, on peut pas vraiment en discuter objectivement, c'est un peu une affaire personnelle, chacun ses propres valeurs, c'est pas quelque chose qu'on peut discuter comme la science, comme les disciplines scientifiques. Ce qui est, à mon avis, en partie, ça tient pas à n'importe quoi, dans le sens où, en éthique, il y a peu de consensus entre les gens. Ça reste un domaine de la philosophie encore, plus que de la science, parce qu'il n'y a pas encore une méthode qui s'est véritablement installée pour déterminer ce qui est éthique ou ce qui ne l'est pas. Mais il y a quand même beaucoup cette intuition sur laquelle on pourrait même pas discuter objectivement, rationnellement, dire qu'il y aurait vraiment des choses bonnes ou mauvaises. Bon, cette idée n'aurait aucun sens. C'est un peu quelque chose, un message qu'on a beaucoup. Et qu'est-ce que tu penses de ce message? Je pense déjà que ce message est souvent mis en avant pour, euh, pour dire que nos positions éthiques contre la consommation des animaux doivent rester purement personnelles et ne doivent pas s'imposer à d'autres. Alors que ce caractère purement personnel et relatif de l'éthique est très rarement mis en avant, ou en tout cas pas de façon aussi nette concernant les affaires entre humains. On ne va pas dire il a des esclaves chez lui, il a une femme qui est allée chercher dans un pays lointain et qui l'a réduit en état d'esclavage sexuel et ménager, mais c'est son choix. Bon, on pourrait dire ça. L'idée que l'éthique, c'est quelque chose de relatif. Alors, cette idée de relativité qui est très opportune dans beaucoup de cas, pour quelque part, elle correspond à des réalités qu'on a constatées aujourd'hui, par exemple la diversité des cultures. Elles correspondent aussi à des réalités de la physique, la théorie de la relativité. On peut la voir comme étant une théorie quelque part de l'absolu, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont absolues dans la théorie einsteinienne et même galiléenne de la relativité, enfin newtonienne, disons, mais en même temps, elle relativise un certain nombre de choses qu'on croyait absolues, comme la notion de lieu n'existe plus quelque part dans la théorie. La notion de vitesse, elle est devenue relative et ainsi de suite. De temps. Donc, cette relativité est apparue, et même, par exemple, en mathématiques, il y a des personnes qui vont dire les mathématiques, finalement, c'est une pure construction. 2 plus 2, c'est vrai ou c'est faux en fonction du sens. Mais la réalité, c'est que malgré toutes ces difficultés qu'on a à avoir des points de repère absolus, donc difficultés qu'on a en physique, difficultés qu'on a à ne pas, par exemple, imposer notre vision d'occidentaux à des peuples qui ont d'autres traditions, et ainsi de suite. Ces difficultés qui sont réelles, la difficulté qu'il y a en physique, à savoir si le centre de l'univers par rapport à quoi on peut se repérer. Malgré toutes ces difficultés, dire finalement, jeter les bras en l'air et dire tout est relatif, il n'existe rien, ce n'est pas une option, je dirais. Et bon, j'ai développé un minimum dans un article que j'ai écrit il y a une vingtaine d'années, l'idée que finalement, comme fondation de notre pensée, on n'a pas forcément à chercher quelque chose qu'on aurait démontré, mais qu'on a à chercher aussi à prendre en compte ce que nous pouvons ou ne pouvons pas croire. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas croire. Et nous ne pouvons pas croire que le monde n'existe pas, par exemple. Oui, rien n'existe. C'est-à-dire qu'il y a cette question philosophique un peu
je dirais, un peu caricaturale et provocatoire, qui est de dire la philosophie, finalement, c'est la question de pourquoi est-ce qu'il existe quelque chose plutôt que rien. Et en fait, l'option de dire il n'existe rien, elle ne nous est pas ouverte. Parce que si nous disons il n'existe rien, nous ne pouvons pas, nous sommes obligés de choisir. Nous sommes obligés de choisir à chaque instant ce que nous allons faire. Parce que nous sommes des êtres délibérants. Nous sommes des êtres qui ne pouvons pas cesser de choisir, sauf en nous suicidant, en cessant d'être conscients. Mais tant qu'on est conscient, à chaque instant, nous choisissons, si ce n'est que de respirer, de boire une tasse de thé, ou ce genre de choses-là. C'est une suite constante de choix, et ces choix ne peuvent pas exister si nous ne croyons pas en l'existence du monde. Donc, parfois, il nous est impossible, je dirais constitutivement, de ne pas croire à l'existence du monde. Donc, le monde existe. Alors, c'est là une position assez minimaliste, à partir de laquelle on peut fonder des choses, essayer de fonder des choses, mais elle permet de dire que forcément, il y a des choses vraies et il y a des choses fausses. Alors, sur cette existence du monde, on peut aussi rajouter que non seulement nous ne pouvons pas ne pas croire à l'existence du monde, mais nous ne pouvons pas ne pas croire à ce que j'appelle l'existence d'une réponse vraie à la question que faire. La question que faire, c'est la question que je me pose à chaque instant. Qu'est-ce que je vais faire? Quels mots je vais dire? Quelles syllabes je vais prononcer? C'est pas juste des grandes questions du genre est-ce que je vais m'engager dans la résistance pour me défendre contre les nazis ou quelque chose comme ça. C'est des questions de chaque instant. Et donc, à partir du moment où la question que faire possède une valeur de vérité, où je suis obligé de croire que cette question possède une valeur de vérité, en fait, je suis obligé de croire que le prescriptif a une réalité objective. Et le prescriptif, c'est pas autre chose que l'éthique. En tout cas, moi, à un niveau théorique, je pense qu'il faut définir l'éthique comme étant la science du prescriptif, la science de la réponse à la question que faire. À partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de chacun son éthique. Si je cherche à chaque instant quelle est la réponse juste à cette question que faire, c'est pas que je suis en train de choisir arbitrairement. C'est pas qu'on est en train de choisir arbitrairement cette chose et la bonne chose, c'est plutôt qu'on est en train de chercher justement quelle serait la chose bonne. Oui, voilà, exactement. Je cherche quelle est la chose juste. À partir du moment où je le cherche, c'est que implicitement, j'admets qu'il y a quelque chose de juste, il y a des critères justes. Donc, le fait de dire oui, bon, chacun son éthique, je pense que ça n'a pas de sens. C'est contraire à la réalité de. C'est comme dire bon, ben, vous pouvez croire que le monde, que la Terre est plate, d'autres croient le contraire. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent le croire, mais ça ne veut pas dire que leur point de vue est juste. Leur point de vue est possible, ils peuvent le croire. Il y a des gens qui peuvent croire que faire souffrir les animaux, ça n'a aucune importance. De fait, il y en a qui le croient, mais ça ne veut pas dire que la question s'arrête là. Tout comme ils ne peuvent pas dire, il n'y a qu'une seule Terre, et qu'une seule Terre, elle est ronde, plate. Tout comme il n'y a qu'un seul monde dans lequel le fait que l'animal souffre, c'est bien ou c'est mal. Il n'y a pas, il n'y a pas un monde où ça n'a aucune importance que le cochon souffre et un autre monde où ça a une importance. Je rebondis un peu sur. J'ai l'impression que tu t'opposes pas mal à ce qu'on pourrait appeler l'éthique des préférences. Souvent, dans le milieu animaliste, il y a deux grandes éthiques qui sont portées. L'une qui est plutôt une éthique hédoniste, basée sur le bien-être et la souffrance, et l'autre plutôt une éthique des préférences ou de l'autonomie. Par exemple, il y a Martin Baluch qui a écrit ce livre qui défend l'idée selon laquelle The Dog and His Philosopher, qui défend l'idée selon laquelle ce qui compte, c'est pas forcément de faire plaisir aux animaux ou de diminuer leur souffrance ou de faire en sorte qu'ils soient dans un certain bien-être, mais c'est avant tout de les laisser agir comme ils veulent
de mener leur vie comme bon leur semble. Alors souvent, généralement, les deux éthiques vont se rejoindre. Si on contraint l'animal à faire dans tous ses gestes, c'est sûr qu'il sera sans cesse frustré, contrarié. Mais laquelle des éthiques te semble la plus juste entre une éthique hédoniste et une éthique des préférences? Là, on a là encore la question des deux niveaux, disons du niveau théorique et du niveau intuitif ou pratique. Au niveau, on a aussi la question là-dedans de l'identité personnelle. L'idée d'autonomie de l'individu, c'est une idée qui est très centrée sur la personne. Chaque personne fait ce qui est bien pour elle. Chaque personne détermine ses préférences, détermine sa vie. Peter Singer était assez sur cette lignée pendant très longtemps. Je crois qu'il a changé de vision. Il était sur cette lignée parce que, toujours sur le problème de fondation de l'éthique, il était sur l'école de, de Hare, qui est un philosophe britannique, donc qui était un utilitariste. Il disait pas utilitariste de préférence, mais grosso modo, ça revenait à ça. C'est-à-dire que chacun choisit son propre bien. Et bon, on voit très bien que c'est quelque chose qui est dépendant de la notion de personne. Un des problèmes de cette éthique des préférences, c'est de la définition des préférences. Si on dit, bon, les préférences, c'est chacun choisit ses propres préférences, il y a les préférences brutes et puis il y a les préférences un peu plus raffinées, les préférences bien, bien comprises. Par exemple, si on prend le cas de quelqu'un qui s'apprête à boire un verre de vin, et dans ce vin, moi je sais par exemple que cette personne, dans ce verre de vin, il y a un poison, quelqu'un a mis un poison dans ce verre de vin. La personne qui s'apprête à boire ce verre de vin, euh, est-ce que sa préférence, c'est effectivement de boire ce verre de vin avec le poison qu'il y a dedans, alors qu'elle ne sait pas qu'il y a le poison dedans, ou est-ce que, en réalité, sa préférence, c'est une préférence qui n'est pas une préférence bien informée, bien justifiée, bien élaborée, et donc c'est une fausse préférence, c'est une préférence qu'il faut corriger. Évidemment, on pourrait me dire, mais t'as qu'à dire à la personne que son verre de vin est empoisonné. On peut imaginer des circonstances où je ne peux pas lui dire, où je n'ai pas le temps de lui dire, où la personne ne parle pas la même langue que moi, etc. Donc, où je serais obligé, par exemple, de lui arracher le verre de vin de devant elle, de sa main, pour est-ce qu'en l'arrachant, je suis en train de contrer sa préférence qui est de boire ce verre de vin, ou est-ce que je suis en train d'aller dans le sens d'une préférence plus profonde qui est de continuer à vivre? Donc, je suis bien obligé d'interpréter ces préférences en fonction d'un certain nombre de critères, d'un certain nombre de réflexions que je peux avoir à son propos. Donc, de réélaborer ces préférences. Alors, à partir de là, on peut se rendre compte que la question n'est pas aussi simple que dans la situation caricaturale que je viens de décrire, mais que si je mets à réélaborer les préférences d'autrui, est-ce que je ne vais pas finir par me rendre compte que euh, les préférences d'autrui qui sont réellement bien construites, c'est quand j'ai fini de réélaborer ces préférences, je vais finalement arriver à l'idée que sa préférence à la base, c'est d'être heureux, c'est d'avoir le bonheur. Et je pense qu'on peut aboutir à ça. Alors bon, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que les préférences, elles incluent aussi les choix qu'on fait par rapport à autrui, etc. Mais qu'en définitive, ce qui fait le bien dans notre vie et dans celle d'autrui, c'est quand même toujours le bonheur, le plaisir. Ce qui fait le mal, c'est la souffrance. Et les préférences, je pense qu'elles peuvent toujours être élaborées en termes de volonté pour le bien, volonté pour le plaisir de soi-même ou d'autrui et de volonté de fuir la souffrance. Oui, c'est une bonne chose d'avoir comme a priori que de penser que les gens
c'est bien de respecter leurs choix et qu'ils sont les mieux informés de ce qui est bien pour eux. C'est-à-dire, je suis pour l'autonomie des personnes, y compris dans des débats, des choses qui font souvent débat, par exemple la prostitution ou le droit de mourir quand on a choisi de mourir. Mais je pense qu'on ne peut pas en faire un principe éthique théorique et que la mise en avant de l'autonomie comme principe directeur, je pense que ça ne tient pas la route. Dans la plupart des cas, les gens, les êtres font le bon choix eux-mêmes. Dans beaucoup de cas, en tout cas. Mais pas forcément dans tous. Je suis pour obliger les gens à mettre leur ceinture dans leur voiture pour diminuer le nombre de... Je serais pour l'interdiction de la cigarette, des choses comme ça. Donc, c'est pas respecter l'autonomie dans tous les cas. C'est bizarre comme il y a un courant politique qui est le courant politique qui est le plus fondé sur le respect de l'autonomie et la sacralisation de l'individu. Ça s'appelle le libéralisme ou le libertarianisme. C'est le libéralisme, je dirais, idéologique. C'est souvent classé comme étant à droite, mais en même temps, ces principes-là d'autonomie de la personne, ils sont souvent mis en avant par des personnes qui se réclament, qui se disent de gauche. Je pense qu'il y a là une certaine contradiction. Mais j'aimerais revenir sur deux choses que tu as dit. D'abord, l'idée selon laquelle l'autonomie serait pas mal dépendante de l'idée de personne. C'est vrai que si on conçoit l'individu comme une suite d'expériences sentientes, finalement, ses préférences, c'est surtout un choix, une préférence, une affection d'un instant de sentience. Et on voit pas forcément quoi cet instant de sentience aurait beaucoup plus d'importance que tous les autres qui suivent. Euh, donc c'est vrai que si on remet en cause l'idée le personnalisme, ça rend l'éthique des préférences beaucoup moins puissante qu'elle en a l'air à première vue. Mais après, tu disais que généralement, si on décompose les préférences jusqu'au fond, on verrait que les individus préféreront généralement de vivre heureux et d'éviter la souffrance. Mais une objection qu'on pourrait te faire, c'est, imaginons les sportifs de haut niveau, ou même des gens qui font des aventures absolument périlleuses, qui vont monter l'Everest, souffrir pendant plusieurs jours, voire finir blessés après, sans forcément être sûr de mener une vie très agréable après. Est-ce que c'est pas un contre-exemple de la thèse selon laquelle les individus rechercheraient le plaisir et fuiraient la souffrance? Je ne sais pas, on veut dire que c'est un contre-exemple, on peut dire aussi qu'il y a clairement euh, du plaisir dans ce genre d'aventure, de grimper l'Everest, et ainsi de suite. Bon, je ne suis pas un grand sportif, mais quand même, quand j'étais jeune, je faisais pas mal de vélo avec beaucoup de grimpettes. J'aimais bien, c'était un plaisir aussi d'arriver en haut. Il y a aussi le plaisir disons, du flash d'endorphine qu'on a quand une souffrance s'arrête. Il y a le plaisir après d'avoir accompli quelque chose, de pouvoir en parler, de pouvoir se sentir comme ayant conquis quelque chose. Euh, alors, comment peser tous ces plaisirs et la souffrance correspondante? Je pense que la personne la plus compétente pour les peser jusqu'à nouvel ordre, c'est la personne elle-même qui est concernée. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a la notion de personne à un niveau pratique qui a son importance. Et c'est une importance pratique, tout comme la notion de haut et de bas a une importance pratique pour construire les ponts, même si ce n'est pas pas une réalité au niveau théorique. Mais je suis, par rapport à beaucoup de gens qui mettent en avant ce genre de notion d'autonomie je suis beaucoup plus souvent réellement partisan de l'autonomie, c'est-à-dire du libre choix des personnes et de la conscience de la nécessité d'être modeste par rapport à ce qu'on connaît de la vie des autres, je veux dire, des besoins des autres.
et que l'écologie, j'ai beau avoir beaucoup critiqué l'écologie à un niveau des fondements éthiques de l'écologie, mais que l'écologie en tant que connaissance de la réalité de ce que vivent les êtres sentients, l'écologie est aussi, je dirais, une certaine modestie, une certaine humilité par rapport à, enfin, pas faire n'importe quoi. Hmm. Et d'ailleurs, peut-être on pourrait aussi, par rapport à l'exemple de la personne qui grimpe les montagnes, on pourrait aussi faire valoir que, euh, certes, les êtres sentients ne choisissent pas forcément des choses qui les feront plaisir effectivement, mais c'est probable qu'au moment où ils font ces décisions, ils s'imaginent un peu comme que ça. Ils y associent une image plaisante. Typiquement, peut-être qu'on va se dire que grimper un mont ce sera très, très difficile, mais l'idée même de grimper une grande montagne, on le sent avec une fierté, on le sent avec une espèce de lumière dans la tête. Ça nous apparaît agréable au moment cette idée, même si ce ne sera pas forcément agréable de le faire. À l'inverse, certains peuvent être rebutés par une option qui peuvent choisir une vie, peuvent délibérément choisir une vie qui leur sera sûrement plus désagréable. Quelqu'un qui voudrait continuer à vivre, même s'il vit une vie pénible, une vie de misère, peut-être qu'il s'imagine la mort avec un sentiment très effroyable et que c'est cet affect au moment de choisir qui fait qu'il ne choisit pas, même si dans les faits, ce serait l'option la moins désagréable. Donc je pense que même si l'hédonisme se rencontre pas forcément, même si les individus n'agissent pas forcément de façon hédonique, le plaisir et la souffrance doivent sûrement jouer beaucoup au moment de prendre leurs décisions. C'est ce que... Oui, je pense, oui. C'est souvent quelque chose qui est nié par des personnes, par exemple, avec une vision religieuse, qui disent non, non, le plaisir et la souffrance, c'est des choses animales. Mais en même temps, leur idéal, c'est la béatitude éternelle. Béatitude, ça veut dire le bonheur. C'est le terme, euh, la racine et même l'utilisation du terme béat aujourd'hui en français, ça veut dire le bonheur, le plaisir, un plaisir. Alors, ils disent il y a des plaisirs élevés comme celui de contempler éternellement la face de Dieu, mais bon, ça reste toujours un plaisir. Et c'est Et à des l'inverse, gens. l'enfer, ce sera la souffrance Oui, éternelle. Et d'ailleurs, des oui, souffrances qu'on pourrait dire très physiques, entre guillemets, enfin, très oui, oui, corporelles tout à fait, aussi. oui. Alors, ils rajoutent à ça, ils disent, ah oui, mais la plus grande punition de l'enfer, c'est le fait d'être privé éternellement de la vision de Dieu. Enfin bon, si ça c'était vraiment le repoussoir maximum, on ne voit pas pourquoi ils rajouteraient des lacs de soufre. C'est sûr, c'est sûr. En éthique, il y a une grande distinction qu'on fait beaucoup entre l'éthique conséquentialiste et l'éthique déontologiste. Euh, Souvent, alors, je trouve qu'on les présente pas forcément très bien en philosophie. On va dire que les conséquentialistes regardent les conséquences, alors que les déontologistes essayent de respecter des principes moraux fixes. Alors, dans les faits, le conséquentialiste et déontologiste respectent tous deux des principes moraux. La distinction, ça va être dans le dilemme du tramway. Faut imaginer un tramway qui va percuter 5 personnes sans ne faire rien, mais on a la possibilité de le bouger pour qu'il déraille et qu'il aille tuer une autre personne. Souvent, les gens auront une intuition plus, qu'on pourrait dire, conséquentialiste, c'est-à-dire ils vont essayer de tirer le tramway pour diverger et pour qu'il y ait le moins de morts au final. Et l'intuition qu'on pourrait qualifier de déontologiste dirait, bah non, il ne faut pas tuer. Je pense que la distinction entre les deux éthiques n'est pas si claire que ça. Elle porte plus sur des détails. Par exemple, les conséquentialistes vont moins mettre en avant la distinction entre omettre et causer. Ils vont dire que tuer, c'est pas beaucoup pire ou c'est pas pire que de laisser mourir si on avait pu aider la personne. De même, les déontologistes aussi se soucient des conséquences de leurs actes parce que
tirer un levier pour faire changer le train de direction, en soi, cet acte est tout à fait neutre. S'il considère que c'est mauvais, c'est parce qu'en conséquence, le train va diverger et donc tuer l'autre personne. Simplement, je pense que les déontologistes se soucient des conséquences à plus court terme de, de ce qu'ils font, alors que les conséquentialistes regardent plus à long terme. Donc, tout ça pour dire que la distinction qu'ont fait généralement les déontologistes, c'est sur le principe, les conséquentialistes, c'est sur les conséquences, elle n'est pas si nette que ça, mais en effet, on a généralement deux façons de penser qui divergent pas mal, et c'est laquelle qui serait pour toi la plus cohérente, la meilleure et la plus juste? Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, mais bon, ton analyse, elle répond à la question quelque part. Enfin, je pense que la difficulté centrale du déontologisme, c'est que ça dit je vais interdire certains types d'actes, par exemple le fait de tuer, mais je ne vais pas interdire le fait de laisser mourir. Euh, et que ça repose sur la distinction entre acte et non-acte, mais que cette distinction, elle n'est pas, elle, elle peut pas avoir de cohérence. Je veux dire, si c'est, par exemple, le déontologiste qui va dire non, je n'appuierai pas sur le levier pour changer le cours du tramway, et donc faire qu'une personne mourra au lieu que 5 autres personnes meurent, ce déontologiste-là, il va dire que appuyer sur le levier, c'est un acte, et ne pas appuyer sur le levier, c'est un non-acte. Mais suppose que cette personne, elle ait eu, avant de voir la situation, c'est-à-dire avant de voir le tramway qui arrive et les personnes attachées sur les rails, qu'elle avait eu l'intention d'appuyer sur le levier, c'est-à-dire qu'elle avait eu l'intention, elle avait eu l'instruction, par exemple, que c'était dans l'opération normale du tramway, de faire que le tramway il aille sur la voie A, où se trouve de fait une personne attachée, mais et simplement parce que c'est son trajet normal. Et à partir de ce moment-là, le fait de ne pas appuyer sur le levier deviendra un acte, et le fait d'appuyer sur le levier un non-acte, puisque c'était la chose qu'elle avait l'intention de faire au départ. Donc, suivant les circonstances, ce qui était acte peut devenir non-acte, et l'inverse. C'est la même chose un peu par rapport au fait de tuer, par exemple, s'il y a quelqu'un euh, qui qui est gravement malade et dont la survie dépend d'un appareil, par exemple d'un respirateur ou quelque chose comme ça. Ce respirateur, si on le débranche, on considère que c'est un acte et qu'on est en train de tuer la personne. Mais mettons que ce respirateur, à un certain moment, il a un défaut et qu'il faille le réarmer, le faire repartir en appuyant sur un bouton. Est-ce qu'appuyer sur le bouton ou choisir de ne pas appuyer sur le bouton, lequel est un acte et lequel est un non-acte? Si on décide de ne pas réappuyer sur le bouton parce qu'on pense que la personne en question, eh ben, de toute façon, elle va bientôt mourir et qu'elle elle est déjà plus très consciente et qu'elle n'a pas envie de vivre, si on décide de ne pas appuyer sur le bouton, est-ce qu'on n'est pas en train de la tuer? Est-ce qu'on n'est pas en train En quoi est-ce qu'on est moins en train de la tuer que si on avait décidé simplement de débrancher le respirateur? Est-ce que cette différence entre acte et non-acte dépend du hasard, du fonctionnement du respirateur qui à un certain moment a un petit bug où il faut appuyer sur un bouton pour le faire repartir? L'exemple d'un qui avait été donné par Peter Singer dans une conférence qu'il avait donnée, qui est retranscrite dans un des premiers numéros des cahiers antispécistes, où il montre que simplement, à partir d'un certain nombre de critères, simplement de dire il faut que ce qu'on énonce soit clair et clairement défini, en définitive, il démolit l'idée de déontologisme, qui n'est même pas capable de définir à peu près clairement ce qu'il préconise, quoi.
Donc, je pense que, enfin, moi, je n'ai jamais compris comment fonctionnent les critères déontologiques. En fait, je pense qu'il se base pas mal sur sur l'intuition qu'on a au premier abord. Et de fait, ce sont des éthiques souvent plus intuitives, à mon avis, que les éthiques conséquentialistes. Mais après, si on réfléchit un peu plus loin, euh, finalement, tout est un acte. Le fait même de délibérer et de réfléchir sur est-ce qu'on agit et est-ce qu'on actionne le levier ou pas, ben, l'acte premier, c'est non pas le mouvement du bras, mais c'est avant tout ce qui se passe dans notre cerveau. Et le fait est que dans notre cerveau, qu'on choisisse d'agir ou de pas agir, dans les deux cas, comme on a délibéré, il y a forcément eu un acte à l'intérieur. Et fondamentalement, quoi qu'on fasse, qu'on agisse ou pas, ben, on décide. Et si, Oui, si fondamentalement c'est le critère de la décision qui importe, ben dans les deux cas, qu'on agisse ou l'acte ou l'omission sont des décisions au même degré et devraient être jugées de la même manière. Je pense que ce qui est un peu en œuvre quand on parle de la distinction entre l'acte et le non-acte, c'est qu'on n'aime pas se trouver nous-mêmes dans l'affaire, c'est-à-dire que on n'aime pas se salir nous-mêmes les mains et être impliqué dans ce qui va se passer, mais laisser les choses comme elles sont, c'est... Mais, et d'ailleurs, ça permet de voir que si on contredit l'idée d'identité personnelle, ben finalement, le fait qu'on soit nous personnellement impliqués dans la décision, c'est pas si important. Au final, une décision, c'est quoi? C'est juste un instant de conscience qui choisit du devenir de ce qui se passera. Euh, et le fait que nos précédents instants de conscience aient été impliqués, ben ça n'a pas forcément d'importance. oui, oui, on n'est pas. C'est pas nous qui sommes en jeu dans la décision, c'est la personne qui va vivre ou va mourir. Si, si on me demande est-ce qu'il est préférable que le trolley il aille à gauche ou à droite, je dirais c'est préférable qu'il aille à gauche où il n'y a qu'une seule personne qui va mourir, que c'est regrettable qu'elle meure, mais je pense que tout le monde a la même réaction quand on se pose la question dans les termes de qu'est-ce qui est préférable. Et quelque part, le conséquentialisme, ça implique de nous mettre en retrait, c'est-à-dire de ne pas mettre en avant, disons, la propreté de nos mains, mais plutôt de se dire qu'est-ce qui importe aux individus qui sont concernés, qui sont victimes des événements. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview. Je vais te poser une question. Si tu devais proposer à nos auditeurs un livre ou un article ou un document qu'ils devraient absolument lire, lequel tu proposerais? Alors, oui, je ne sais pas exactement, j'ai un peu de mal par rapport à ça parce il y a plein de niveaux différents où je pourrais proposer des choses, mais j'ai pensé d'abord La libération animale de Peter Singer. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important parce que les arguments qu'il donne sont très, sont très, sont très valables encore aujourd'hui. Il y a de Peter Singer aussi, il y a question d'éthique pratique. Je pense que c'est un très, très grand bouquin, c'est plus technique que la libération animale. Sur d'autres sujets, il y a, sur la question du personnalisme, je dirais, il y a Derek Parfit, donc Raison et personne, je crois que ça doit être ça le titre. Sur un autre sujet dont on a peu parlé, mais qui est le statut de la sentience et le statut physique de la sentience et les problèmes que ça pose. Il y a les deux livres de Roger Penrose. Euh, la- alors, j'ai pas en tête les titres, mais c'est les deux derniers livres qu'il a fait sur la question de l'intelligence artificielle, où lui, il montre de façon, je trouve, assez convaincante que la vision physique qu'on a actuellement ne peut pas suffire pour expliquer la sentience. Alors lui, c'est pas un animaliste, c'est-à-dire il n'en tire pas de conclusion à ce niveau-là, mais pour moi, c'est quelque chose qui ouvre des perspectives très importantes au niveau de l'explication possible de la sentience. Bon, pour le reste, je pourrais dire, il y a des cahiers antispécistes,
dirais des années 90 ou début des 80, des années 2000. Pour ma part, il y a un article qui est un peu difficile à lire, mais que j'ai envie de promouvoir, qui est l'article qui s'appelle Le subjectif est objectif, donc qui est dans l'équilibre spéciste numéro 23, et qu'on peut trouver sur mon site aussi. Le subjectif est objectif, qui essaye de faire le tour du problème que pose la sentience et que l'importance éthique de la sentience, que c'est l'éthique, la définition de l'éthique, pourquoi l'éthique doit être considérée comme quelque chose d'objectif, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on a abordées ici. Bon, c'est un article qui est quand même très long, c'est un mini-livre, et je pense que beaucoup de gens trouvent ça difficile. Bon, je pense que c'est important d'étudier aussi un peu les mathématiques, la physique. Il y a Thomas Lepeletier qui a écrit des choses. J'ai abordé la question des mondes multiples. Il a écrit un livre là-dessus qui donne une idée de la difficulté de comprendre, de bâtir une physique aujourd'hui qui soit à peu près cohérente. L'importance de garder l'esprit ouvert et de ne pas se dire la science, c'est quelque chose qui est clair, qui est bien bâti, fondé sur l'empirisme, l'expérience, etc. Alors que l'éthique, c'est que des choses molles et incertaines. Ainsi se termine notre interview, merci de l'avoir visionné. Enfin, il n'est pas tout à fait terminé, parce qu'il y a un thème que nous n'avons pas abordé et qui est pourtant fondamental. Nous le verrons dans la prochaine vidéo et nous retrouverons David Olivier. Alors, à très vite.